Hello les workers! Alors aujourd'hui, je vous emmène pour ce nouvel épisode de Career Talk dans le monde de la production audiovisuelle entertainment, c'est-à-dire le genre de production où tu t'amuses et t'apprends en même temps. Mon invité a la même particularité que ceux que j'ai reçus dans les 2 précédents épisodes. Il adore son travail. C'est vrai. Bienvenue à Career Talk. Bonjour Fred. Salut Karine. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation. C'est la première fois que je fais un podcast. On en a parlé là juste avant. J'ai une pression là. Ah bon? Parce que je me dis, Fred qui vient parler un peu de lui, il me semblait bien. Je te vois dans plein de productions, mais je te vois pas tout seul derrière un micro avec des questions sur toi. C'est vrai que d'habitude, moi je refuse. Je refuse les podcasts où je parle un peu de moi. Je sais pas, je trouve que. Je préfère faire autre chose plutôt que de ramener les sujets à moi. J'ai toujours l'impression, tu sais, que pas que j'ai rien à raconter, mais que c'est un peu auto-centré. Et quand je vois, tu vois, des interviews de personnes, je me dis, je pourrais pas faire ça. Mais quand tu m'as proposé, je me suis dit, en fait, je me suis dit, j'ai pas pensé podcast, je me suis dit, je veux revoir Karine et je veux qu'on reparle avec Karine. Vraiment, tu vois, c'est ça. C'est trop sympa parce que moi, c'était pareil. En fait, on vous fait une aparté. Fred, je l'ai connu lors d'un tournage d'une vidéo YouTube, d'une de ses productions, qui était en lien avec le monde du travail. Il m'avait invité et j'ai été impressionnée par l'organisation. Je l'ai vu dans différents rôles ce jour-là et j'ai vraiment été marquée par toi quand je t'ai vu, par tout ce que tu faisais. Donc je me suis dit, mais comment j'aimerais trop lui poser plein de questions, et tu m'as dit oui, et c'est vraiment super. Donc l'idée, c'est t'inviter à parler aujourd'hui de ton rapport au travail. Ok. A priori, rien de trop intrusif. On va parler de ce que tu fais, mais surtout ce que tu aimes dans le travail et ce qui fait que tu aimes ton travail. L'idée, c'est de partager un peu des histoires et des parcours pour les personnes qui n'aiment pas leur travail et qui ont oublié que c'est possible. Moi, c'est un peu ça le message que je veux faire passer. T'as des stats un peu là-dessus sur des gens qui aiment pas leur travail en France. Ouais. Mais t'en as beaucoup qui disent, souffrir de burn-out, d'ennui. Mais ça peut arriver, mais surtout qu'on n'oublie pas que c'est possible. Et en même temps, on peut aimer son travail et que ça soit pas boring d'en parler. Alors, justement, on va commencer ici, pas de CV. Donc, la première chose que j'aimerais bien t'inviter à faire, Fred, si t'en es d'accord, c'est de te présenter, pas comme tu le fais d'habitude, mais comme si tu devais dire à un enfant de 8 ans ce qu'est ton métier. Donc, Fred, quel est ton métier? Mon métier aujourd'hui. Mon métier aujourd'hui, alors comment je pourrais le présenter? En fait, si je devais présenter un enfant. Ouais. Pour qu'il comprenne. Très simplement, donc, je crée des contenus sur les réseaux, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitch. Mais ce que je fais avant tout, c'est que je fais des choses pour m'amuser et je gagne ma vie en faisant ça. Ça existe, ça, Fred? Écoute, moi, je ne savais pas que c'était possible. Parce que moi, le rapport au travail, moi, quand j'ai grandi, il n'était pas du tout comme ça. Et en fait, je pense que l'évolution de la société et l'évolution un peu du monde des médias a fait qu'aujourd'hui, en tout cas moi, à l'heure actuelle, peut-être que ça peut changer dans 1 an, 2 ans, 5 ans, ce que je fais, j'adore ça. Franchement, j'adore ça. Je me sens... on pourrait y revenir, etc. Mais par exemple, hier, j'étais en tournage. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis senti hyper plein. Je sais pas comment dire, hyper plein. Alors que peut-être à une certaine époque, je me sentais plus vidé qu'autre chose. Après le boulot, alors que là, ça t'énergise? Ouais, et hier, c'était compliqué. Je me sentais vraiment vivant, tu vois, quand je suis rentré. Et cette émotion, je l'ai qu'après des grosses journées de tournage, des grosses journées de taf pour mes vidéos. Et j'arrive pas à le retrouver ailleurs. Et j'ai jamais... C'est une intensité? Ouais, cette intensité. Et je me sens vraiment heureux. C'est super, fou, ça. Ouais. Tu me dis que on peut tourner des vidéos et puis gagner des sous. Alors ça veut dire que y a des gens qui achètent tes vidéos. Qu'est-ce que ça veut dire, s'il fallait expliquer ça à un enfant? Alors, comment expliquer ça à un enfant? Mais pas mal. Il est pas mal à l'exercice. Ouais. En fait, tu peux gagner de plusieurs manières de l'argent, en tout cas sur YouTube. Ouais. Par exemple, toi, t'es un enfant, tu regardes YouTube, et des fois, à un moment donné, la vidéo va se couper, et tu vas avoir une petite publicité pour un jouet, pour une marque, etc. Et en fait, ça, ce sont des annonceurs. Les annonceurs, ils payent pour être là. Donc, c'est eux qui vont te rémunérer au final.
Ok. Donc, et tu gagnes de l'argent que comme ça, avec les pubs des gens. Avec les pubs que tu peux voir sur les vidéos. Ou sinon, il y a des marques qui viennent te voir. Ils disent, Fred, j'aime bien ton contenu, j'aime bien ce que tu produis. Est-ce que je peux m'associer à ton contenu? Comme ça, je vais être un peu cool. Et eux, ils vont te payer aussi. Donc toi, t'as pas à chercher les gens qui te payent, ils viennent à toi. Ils viennent à moi, ouais. Eh bien, dis donc. Bah, sympa. C'est top, ça, c'est aujourd'hui. Ça, c'est aujourd'hui, ouais. Et les vidéos que tu fais, elles parlent de quoi? Alors, il y a plusieurs thématiques, mais j'ai un fil rouge. Ouais. On va dire que le fil rouge, ça va être le divertissement. C'est-à-dire que quand tu vas regarder ma vidéo, tu vas passer un bon moment. Ouais. En fait, c'est un peu la promesse. Tu vas un peu oublier tes soucis du quotidien. Mais par contre, je vais aborder plein de thématiques pour te divertir. Donc ça peut être de la culture générale. Ouais. Ça peut être... des dégustations. Exactement, ça peut être des dégustations autour de la nourriture. Ça peut être des thématiques un peu de l'école. Ouais. J'ai fait des vidéos sur la géographie, des vidéos sur l'orthographe. C'est ça qui est dingue. J'essaie de t'amener vers moi. C'est tellement large. Mais en t'amusant. Tu t'amuses et t'apprends toujours quelque chose. C'est ça. Donc c'est un peu, c'est un peu ça que j'ai envie de faire. Par exemple, hier, j'étais dans un parc d'attractions. Donc le parc Astérix en l'occurrence. Et j'ai posé des questions de culture générale dans les attractions. Ah, c'est donc, top, ça. Si tu aimes les attractions, mais que n'aimes pas trop la culture G, tu peux regarder la vidéo. Si tu aimes la culture G, mais que t'aimes pas trop les trucs qui font peur, mais que tu as envie de l'aborder de manière différente qu'une question pour un champion un peu à l'ancienne, tu peux quand même regarder la vidéo et tu peux un peu participer. Moi, ce que je dis toujours dans mes vidéos, c'est vous pouvez participer chez vous. Donc, tu as toujours beaucoup de monde autour de toi dans ton travail. Ouais, je suis rarement tout seul. Dans mes contenus, je fais ce qu'on appelle un peu, il y a un terme qui est un peu sorti ces dernières années qui s'appelle fit and fun. Ok, je me le note. Voilà, fit and fun. Fit and fun, ok. Donc on fait du fit ensemble, donc des petits featuring, et on s'amuse. On s'invite entre créateurs de contenu. Exactement. Okay. Et le but en fait, c'est de partager de la bonne humeur dans les vidéos pour que les gens derrière décompressent en fait. C'est aussi simple que ça. Mais alors, il ressemble à quoi ton bureau ? Mon bureau? Ouais, t'as un bureau dans ton travail? Ouais, mais c'est... Alors, mine de rien, on passe quand même beaucoup de temps derrière notre bureau. Bah ouais. Mais j'ai un bureau, alors je travaille beaucoup de chez moi. Télétravail et tout. Bien J'adore. Je pourrais revenir par rapport à mes premières expériences. J'adore le calme, j'adore la tranquillité. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai besoin de concentration. Et je suis très méticulé dans ce que je fais. Quand je prépare mes vidéos et quand je les monte... Alors, je les monte pas, mais quand je fais la post-production. Tu prépares ta vidéo, tu prends un concept, au départ qui est quelque chose où il y a un partenariat, ou tu le conçois au départ et après tu proposes à des marques qui t'ont contacté? Il y a plusieurs façons, mais il y a les deux cas de figure. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, en général, tout part de la créa d'une idée que je peux avoir. Ouais. Par exemple, je vais aborder, je vais goûter... Donc là, c'est un prochain contenu que je vais faire sur ma chaîne. Je vais goûter tous les Kit Kat qui viennent du Japon. Oui, mais alors justement, il faut que tu t'occupes, qu'on t'envoie, que tu aies le matériel. Exactement, mais moi j'aime bien faire ça. Ça fait partie un peu de ma carrière, d'être en contact avec les marques, de négocier des choses. Ouais. Alors je les identifie et je les reçois, ou sinon je vais les chercher. J'aime bien un peu mettre la main à la pâte, etc. Et donc je vais concevoir mon produit. Ça reste un produit, une vidéo YouTube. Ça reste un produit. Donc que les gens restent sur ton contenu. Et je vais contacter mes invités. Donc je vais contacter les gens avec qui j'ai l'habitude de tourner. Ton fit. Voilà, mes feats. Avoir la diversité un peu dans mes invités. Ah, tu aimes bien avoir des profils très différents. Ouais. Et un profil qui est spécialisé, par exemple, là, dans le Japon. Un mec qui adore le Japon, qui sera avec nous. J'adore. Un mec qui adore manger des choses. Une fille qui est très drôle un peu dans sa manière. Comme ça, on a une sorte de petit boys band. Ouais. À chaque fois, j'essaie d'avoir un petit boys band différent. Ouais. Ça, c'est ta force, parce qu'il faut, pour rassembler les gens, c'est du travail. Ouais, on en a parlé. Des fois, c'est ma problématique numéro 1. Ah oui. Jongler avec les plannings des personnes. En plus, je suis avec des gens qui habitent pas du tout à Paris. Il faut les faire venir. Ouais. Maintenant, à mon âge, il y a plein de gens qui ont des enfants. Ouais. Du coup, il faut jongler avec ça et c'est compliqué. Bref. Donc, tu fais le concept. Après, tu regardes les gens avec qui tu vas le faire. Ouais. Après, je prévois, il y a toute la partie production. C'est-à-dire qu'il faut réserver un lieu, il y a les équipes techniques. Donc, tout ça, là, ça prend combien de temps ? Mais ça peut prendre en moyenne, d'un format à l'autre. De préparation, 2-3 jours, je pense. 2-3 jours pleins juste pour le concept et tout ça, organisé. Ouais. Sachant que tu produis un contenu, à quelle fréquence à peu près sur ta chaîne YouTube ? Ça varie, mais une fois toutes les 2 semaines, je pense, des formats longs, parce qu'aujourd'hui, je suis sur des formats... C'est quelque chose que tu as décidé ? C'est quelque chose que j'ai je pense pas. Je pense que c'est les contraintes
font que je peux pas produire plus. Et t'es OK Voilà. avec ça? Parce que Ah déjà, ouais, c'est j'aime intense, bien, là. ouais, Hein. j'aime bien. Je pense que je pourrais faire plus, mais je pense que je me boufferais la santé. Ah, ça, tu le sens, hein? Ah ouais, je Comment? le sens. OK. Je le sens parce que je travaille quand même, ouais, peut-être 6 jours sur 7. Je pense. Et Mais c'est j'aime bien, OK? en fait, j'aime bien. Ouais. C'est un Ah peu ouais, le quand piège, t'aimes en fait. ton travail, c'est C'est le un peu le piège, piège. c'est qu'une fois que t'aimes bien, tu vois, tu te mets pas de stop. Ouais. Et sauf qu'un matin, tu travailles, t'es très fatigué. Ouais. Et là, la période fait que là, je suis très fatigué en ce moment. Et donc, t'as ton entourage qui te dit quelque chose là-dessus? Ouais, on me dit, ouais, Fred, pose-toi un peu. Mais en fait, tu sais, quand t'aimes ton truc, Ah bah, alors là, je vois très bien. Tu vois Ouais, ouais. Genre. Alors, ça, c'est aujourd'hui. Ouais, OK. T'as commencé à travailler à quel âge? 23 ans, je pense. T'étais étudiant? Ouais, j'étais étudiant. C'était quoi ton premier job? Je travaillais chez Dailymotion. Oui, mais ça, c'est un vrai travail. T'as pas fait des petits jobs d'étudiant? Ah, si, pardon, j'ai mal compris. J'ai Non, mal non, compris bah, ta j'étais question. pas claire. Je pensais que premier job, genre de carrière, tu vois, un Non, truc que tu mets pardon. sur le CV, Ouais. etc. Ah bah, Premier t'es- job étudiant, ouais. non, bah, alors, ouais, j'ai eu de la chance, j'ai pas beaucoup fait de job étudiant, mais j'ai travaillé aux fruits. Au marché? Tu vois Non. ce que fait? Non, dans les champs. Ah bah, la cueillette! Ouais. Bah j'ai oui, fait la parce que tu peux cueillette. commencer à 14-15 ans dans les champs, non? Ouais, mais j'ai fait. En fait, j'ai eu de la chance, c'est que moi, quand j'étais un peu 14-15 ans, je partais en colonie de vacances. Franchement, j'avais de la chance. Mon père travaillait chez EDF, donc il avait Donc, t'avais les colos de il DF, avait là. un CE Ah bah, incroyable. ça, bah ouais, c'est top. Et j'ai eu la chance de partir un peu les Donc, étés t'as comme travaillé ça. plus tard. Franchement, j'ai travaillé un peu avant de commencer mes études, mais à 17 ans, je crois. Ouais. À 17 ans, j'ai fait les fruits, donc la cueillette. Donc, c'était physique. C'était physique, donc tu commençais tôt le matin, fin d'après, mais t'étais mort quand même. Et qu'est-ce que tu t'es dit sur le travail ce jour-là? Je me suis dit, ah, mais je me rappelle une anecdote. Je regardais vraiment l'heure. Ouais. Je voulais vraiment que ça se finisse. Je crois que je commençais très tôt le matin, enfin très tôt à Et tu l'époque. regardais l'heure. Et je me suis dit, vivement qu'il soit 17h par exemple. L'angoisse. Et là, c'est l'inverse. Je me suis dit, j'ai pas envie qu'il soit 17h. Donc, quelque part, tu t'es dit, bon, moi, plus tard, j'ai pas envie d'avoir un travail où je vois passer l'heure comme ça. Ouais, je pense inconsciemment, j'avais déjà ça en tête. Mhm. Et je voyais l'heure. Mais même dans mes tafs d'après, hein, même dans mes travails d'après, je regardais l'heure. Je me disais, vivement la fin de la journée. Quand tu travaillais pour les autres? Quand je travaillais pour les autres. Maintenant, c'est l'inverse. Je suis OK. Là, par exemple, ce matin, j'ai travaillé avant de venir. Donc, j'ai travaillé de 8h à 10h30. Donc, j'avais 2h30 devant moi. Et il fallait que je fasse ça. T'es to-do list, toi? Ouais, je suis to-do list. Donc, en priorité, il fallait que je fasse ça parce qu'il y a des gens qui travaillent pour Derrière. moi, là, pour mes contenus. Ouais. Donc, ils sont bloqués si je leur fais pas ça. Ouais, je vois La bien. prio, c'est ça. Mais je dis, mais j'aurais bien aimé avoir 1 heure de plus. Et alors qu'avant, c'est, tu vois, j'aurais bien finir 1 heure plus tôt. Alors, justement, avant, parce que tu as eu plusieurs chapitres dans ta vie professionnelle. Ouais. Alors, tu as eu 3 grands chapitres. 3 grands chapitres, ouais. On va commencer par le premier. Je t'ai demandé, je t'ai invité à choisir spontanément un objet Ouais. qui représente cette première vie. Tu l'as avec toi? Bah bien sûr, je l'ai ramené. Bah, Alors, je découvre. Tu me parlais là de to-do list, donc j'ai bien noté que pour aujourd'hui, il fallait que j'amène un objet. Enfin, un par chapitre. Pour tes différents Alors déjà, chapitres. c'était pas facile pour moi parce que je suis un peu minimaliste, j'ai très peu de choses chez moi. Ah bah, j'adore. J'ai très peu d'objets. T'aimes pas avoir beaucoup de choses chez toi. Ah ouais. Tu sais que j'ai hébergé un pote mardi soir, il est venu dormir à la maison, il a fait mais c'est un appart témoin ici. Il m'a dit c'est un Airbnb. Et en fait, il n'y a rien qui traîne, il n'y a rien. J'ai pas d'objet. T'as besoin pour réfléchir d'avoir un univers comme ça? Je suis comme ça. Je fais partie de ces gens qui ont besoin de rien avoir sur la table, d'être focus sur une seule tâche, alors qu'il y a des gens qui adorent avoir du bordel partout, ça les réconforte. Alors, je t'ai apporté un premier objet. Ouais. Alors, tu vas rigoler. Alors ça, c'est le premier gros chapitre de ma vie. Ouais. Hein. Ok. Ping-pong. Raquette de tennis de table. Ouais. Parce que mon premier vrai job, je travaillais chez Dailymotion. Ouais. Et là-bas, c'était un peu ambiance start-up. Ah ouais. Et en fait, on avait une table de ping-pong. Et je pense que avec mes collègues, on passait un peu trop de temps à jouer au ping-pong. Et je pense qu'on n'a pas bien travaillé. Et on n'a pas beaucoup travaillé. Je dois être honnête. Ça me rappelle vraiment cette époque-là. On était dans le 17e. Et en fait, c'était start-up, quoi. Ça bossait, mais c'était ambiance, tu vois, Dailymotion de l'époque. Ouais, copains et collègues. Copains et collègues. Bah, c'est bien ça. Et c'était pas mal. Et ça l'était pendant longtemps, parce qu'après, il y a plein de collègues qui sont devenus copains, avec qui je suis encore copain aujourd'hui. Tu les as tous connus chez Dailymotion. Il y en a beaucoup, ouais. Et t'aimais ton travail à l'époque de la raquette? Ouais, j'aimais bien. Je pense que c'était un bon équilibre aussi. Au final, t'allais au boulot, t'avais un bon lien social avec tes collègues. Et je pense que c'est très important, ça, au travail, de cultiver un bon lien social. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas leur taf, mais ils aiment bien aller au boulot parce qu'ils ont leurs collègues.
Et puis il y a vice-versa, il y en a qui aiment bien leur boulot et qui n'aiment pas, leurs collègues. Ça, je l'entends beaucoup. Ouais. Que tu choisis pas. Et moi, j'avais un bon équilibre j'étais dans une bonne boîte qui était très cotée à l'époque. Oui, et puis c'est pas tout le monde qui allait chez Dailymotion. Et le jour où j'étais pris en stage là-bas, j'ai vraiment sauté au plafond. J'étais vraiment hyper content. Moi, je viens de la province. Pourquoi tu voulais aller dans cette boîte? Parce que c'était cool. C'était jeune, il y avait de la vidéo et moi j'avais déjà fait des petites vidéos quand j'avais 20 ans. J'avais déjà une première grosse expérience dans la vidéo quand j'avais 20 ans. J'ai fait une vidéo autour de ça sur ma chaîne YouTube où je raconte tout ça. Et Dailymotion, pour moi, c'était une évidence. C'était la classe. Ouais, c'était vraiment la classe. C'était 2 jeunes Français qui avaient créé une start-up d'hébergement vidéo. Et même, je me rappelle quand j'avais dit à mes collègues d'école que j'étais pris chez Dailymotion, ah ouais, c'était la classe. T'avais réussi là. Ouais. Et c'était quoi ton rôle chez Dailymotion? Alors j'étais assistant au début, assistant sales. Donc en gros, on parlait de pub tout à l'heure. Ouais. Et ben en fait, Dailymotion avait une régie publicitaire qui vendait des espaces pub à des annonceurs. Et en fait, moi, je préparais tout le travail en amont. Donc je préparais tous les rendez-vous des commerciaux avec des... Tu leur donnais tous les arguments, Exactement. Les arguments, bon, eux, ils les avaient un petit peu déjà, mais c'est-à-dire que je préparais des petites présentations PowerPoint que j'adaptais à l'annonceur en question avec des chiffres clés. Par exemple, tu allais voir Coca-Cola, tu leur disais, bah voilà, venez annoncer sur Dailymotion parce que sur Dailymotion, nous, nos stats, c'est les 13-24, c'est votre cible masculine, blablabla. Et donc, en fait, je leur faisais ça, je leur préparais, sinon je leur imprimais des choses, ils allaient en rendez-vous. C'était encore utile aujourd'hui, ce que tu as commencé à apprendre. Toujours. Là, mais si ça a beaucoup changé, le marché et tout ça. Ouais, donc c'est-à-dire que toujours en rapport avec le commerce. Mais un rapport au travail, boulot, mais fun. Cool. Toujours dans ta vie, il y a, tu vois, ton premier job. Vrai, au final. Ta cueillette, c'était dur, mais il y avait des potes. Ouais, c'était mes potes. Dailymotion, c'était bien, t'as appris des choses, mais surtout il y avait des potes aussi. Ouais, totalement. Que tu te fais sur place. Hein. Ok, premier chapitre, c'est ça. Deuxième chapitre. Donc là, on est en 2009. Deuxième chapitre. Alors, bon, je t'ai dit, je suis minimaliste, donc j'ai essayé là d'être un peu créatif. Mais j'ai pas réussi à faire un truc hyper fun. Donc je t'ai ramené ça. Ah, c'est quoi? Les deux casquettes? Parce que ça symbolise en fait, il fallait que je sois multicasquette. C'est ça. Ta deuxième chapitre, c'est un chapitre où tu faisais plusieurs choses. 2016. Et là, c'est quoi ces deux casquettes? Donc en fait, il fallait que je fasse un peu tout. C'est là où en fait j'ai commencé à mettre un pied dans le YouTube game pour venir un peu structurer mon futur associé. Mais d'ailleurs, un pote que j'ai rencontré chez Dailymotion, qui s'appelle Pierre. Ouais. Et Pierre Cross, sur lequel on a commencé à travailler ensemble en 2016. Et en fait, je faisais un peu tout. Donc vous êtes partis de Dailymotion en même temps? À 1 an d'écart. Et lui, il est parti avant et il avait une idée en tête. Bah lui, il faisait de la scène. Il était humoriste, toujours un petit peu, et toujours humoriste. Ah, donc il a lâché le monde de l'entreprise pour aller vivre ce qu'il avait envie de vivre. Ouais. Et toi, tu l'as vu de quel œil à l'époque, ça? J'ai dit, waouh, faut avoir... parce que moi, je suis un peu à l'ancienne, mes 2 parents fonctionnaires. Alors justement... Tout quitter pour ça, impossible pour moi. C'était l'insécurité. C'était l'insécurité totale. Et je me suis dit, ah ouais... Donc toi tes parents, ils étaient fonctionnaires. Donc déjà, d'être chez Dailymotion et de dire que tu joues au ping-pong sur tes heures de travail, tu le disais pas à tes parents. Ouais, pas trop ça, non. En plus, mon père, il me disait toujours, et ça c'est une phrase qui m'a marqué, il m'a dit, trouve-toi un boulot tranquille, bien payé. À moi, tu vois. Tranquille, mais en fait, bien payé. Je l'en veux pas parce qu'il voulait juste ma sécurité. Ouais, et puis pour lui, c'était ça le bonheur. Lui, c'était ça le bonheur. Lui, c'est EDF. Ouais. Toute sa vie chez EDF. Okay. Ma maman... préfecture de la Drôme, elle fait un peu tous les services, les cartes donc grises. Toi, c'était ça tes références du monde du travail? Moi, mes références, c'est ça. Ma grande sœur, j'ai plusieurs grandes sœurs, mais j'ai une grande sœur qui est un peu pareil, travaille à la mairie, etc. Ah, ils ont toutes des jobs tranquilles et... Un peu, ouais, un peu. Avec un sentiment d'appartenance à une structure. Exactement. Et moi, mon environnement, c'est ça. Et après, mes parents viennent du Vietnam, donc ils sont arrivés en France. Ouais, ils ont connu tout reconstruire. Ils ont dit, ok, on va arriver en France, on va prendre le taf. Ouais, c'est ça. On va faire nos heures, on va gagner de l'argent, on a des enfants à élever, voilà, on va pas monter sur scène, quoi. Donc toi, t'as dit, je quitte Dailymotion et je prends un double rôle. Ouais, parce que j'avais besoin d'un peu plus de sens, je pense, dans mon travail. Un rapport. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas? Ouais, c'était pas palpable ce que je faisais, je pense, dans mes tafs. C'est marrant parce que là, il y a la main. Ouais. Tu vois la main. Et là, on repart sur la tête. Ah bah tiens. Tu vois, ce casquette. Mais tu vois, t'as une bonne vision parce que j'avais pas du tout vu ça comme ça, mais effectivement. Pourquoi ça t'a sollicité autant ce deuxième chapitre? On sent que c'est waouh. Ah ouais, c'est génial. C'est le meilleur virage de ma vie.
2016. Ouais. 2016, Comment c'est... t'as pris ta décision? Bah, il fallait que je me jette dans le grand bain, quoi. En fait, je me suis dit, tente le truc. Mais on t'a proposé quelque chose? Ouais, c'est Pierre, il m'a dit, viens bosser avec moi. Et il voulait que tu fasses quoi? Il m'a dit, viens, YouTube, ça se structure. Ok. Là, l'image des youtubeurs, c'est ils font leurs petites vidéos là dans leur chambre. Ouais. Sauf que maintenant, là, ça se structure. J'ai besoin de quelqu'un qui vienne C'est un peu, exactement, professionnaliser. Qu'est-ce qu'il avait vu chez toi pour penser que tu étais la bonne personne pour professionnaliser? Je pense qu'il avait besoin d'un mec qui avait des compétences ou alors l'envie ou des manières de fonctionner que lui n'avait pas. Et moi, je suis très carré dans ce que je faisais. Mais Fred, c'était carré et créatif. C'est pour ça que moi, je t'ai tout de suite j'ai dit, mais on a tous besoin d'un Fred dans sa vie, là. Parce que tu peux faire les deux, quoi. Tu sais là, la phrase que tu viens de dire, quelqu'un l'a dit à Pierre, un mec de chez YouTube, elle dit, mais on a tous besoin d'un Fred. Ah ouais. Donc en fait, je suis venu épauler un peu structuré, c'est-à-dire professionnaliser, c'est-à-dire mettre un cadre dans tout ce qu'on faisait. Un cadre, exactement. Un cadre et d'avoir un peu une voix un peu sérieuse et passionnée, tu vois, parce que je reste passionné de vidéos, passionné de créa. Et ce noir et blanc là, il y a des choses. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Bah, bien sûr que t'as pas fait exprès, mais il y a un rôle. C'est deux rôles très différents. Ouais, peut-être. Bah, ça serait quoi? Bah, je sais pas, le noir, on va dire un peu hyper carré, hyper structuré, peut-être pas drôle au final. Tu te l'es créé ton rôle. Oui, mais peut-être pas le plus fun. Mais tu vois, c'est écrire des mails, faire des devis, faire des factures, faire des contrats, relire les contrats, carré. Relancer, hyper carré, mais hyper important pour... la rentabilité, pour qu'on puisse faire des beaux projets, voilà, tout ça. Pour avancer. Et après, t'as la partie peut-être un peu plus... Créa, la partie blanche si on veut. Créa, dans laquelle je venais un peu aider sur les idées. Donc sur les deux plans, tu es intervenu tout de suite. Ouais, tout de suite. C'est bien ça. Donc tu t'es autorisé la créa aussi. Ouais, au début, donc. Et il y avait. T'aimais tes deux rôles ou t'en avais un que tu préférais? Je pense que les deux. Il y en avait un dans lequel je me sentais plus légitime. C'était ça. Et ça me faisait marrer, ça. Parce que petit à petit, je commence à apparaître dans les vidéos. Et ça me faisait marrer. De me dire, et t'aimais bien, et j'aimais bien un peu, et surtout des fois à un moment donné dans cet arc, un arc qui va de 2016 à 2022, j'avais des journées totalement improbables. C'est-à-dire que parler un matin avec un client sur des sujets avec des grosses opérations commerciales, avec des directeurs, etc. Ouais. Et le soir faire un cache-cache à Conforama. Un cache-cache caché derrière les... Conforama, ouais. Mais c'est énorme. Donc, Conforama, qui n'est plus là-bas, c'est de Pont-Neuf, vers Rivoli là-bas, qui n'est plus, je crois qu'il a fermé. On a fait un cache-cache là-bas. Ils ont accepté. Ils ont accepté. En fait, c'était un peu le début, c'était 2017. Donc, mais c'était un début de partenariat ou c'est toi qui as demandé à utiliser l'espace? Non, c'était même pas un partenariat, mais en fait, les marques, les lieux commencent un peu à s'ouvrir. Et ils se sont dit, ouais, s'ouvraient. Et ça, c'était grâce aussi à cette capacité de tenir les deux langages, quoi. Voilà, exactement. D'un côté, j'avais le rôle de agent de créateur de contenu. Mais d'un autre côté... Donc ton travail, c'était d'accompagner les créateurs de contenu pour qu'ils puissent se développer et puis gagner leur vie tout en créant. Exactement. Et d'un autre côté, quand même, je devais un peu... aider dans la conception des idées, réfléchir à des mécaniques, réfléchir à des invités. Des formats. Et à des formats. Donc en fait, quand tu fais les deux, t'es 1000 fois plus légitime. Ouais. Ah bah oui. D'aller voir Conforama. Et en plus, vu que moi, des fois, j'apparaissais dans les vidéos, on a dit, regardez comment on a fait, etc. Donc derrière, on a fait un cache-cache au musée Grévin. Ah ouais? Cache-cache au parc Astérix, cache-cache au Grand Palais. Mais j'adore ce cache-cache, là. On a fait ça. Donc on était les premiers Français à le faire en France. Donc là, dans cet arc-là, ce que tu appelles un arc, t'es resté combien de temps? 6 ans. 6 ans. Et il y a un autre chapitre. Ah ouais. C'est quoi l'objet? Il y a eu un autre chapitre donc, qui a commencé il y a 3 ans maintenant. Le 3e chapitre, c'est... Attends, déjà... c'est ça en fait, Karine. T'as toujours ça avec toi? Non, j'ai pas toujours ça avec moi. Ouais. Mais le 3e chapitre, c'est ça, Karine. C'est vraiment être à 100% créateur de contenu, quoi. T'as voulu passer uniquement sur la création? Ouais. Mais alors, ça veut dire que tu gères plus du tout? Non, je gère plus ça. Et ça t'a demandé un chemin long pour lâcher ça? Ouais. Je me voyais pas du tout 100% artiste dans le sens créateur de contenu.
Tu le mets entre les deux. Je le mets entre les deux. Et le passage de ça à ça et le passage de ça à ça, quel a été le plus difficile pour toi comme décision à prendre? Non, je pense que de ça à ça. Parce que ça, c'était... Parce que là, je baignais un peu dedans. Ouais, et à un moment donné... C'était évident. À un moment donné, il fallait que je lâche et que je mette à 100% dessus. Et c'était comme une évidence. C'est-à-dire le jour où je l'ai annoncé, où les gens l'ont appris. Mais que tu l'as dit, mais les gens étaient surpris ou pas? Non, ils se sont dit, mais en fait, c'est normal en fait. C'est ce qui fait que, comme hier soir, tu es rentré super heureux parce que tu étais uniquement sur la création. Ah ouais. Et sur ton concept de créateur Exactement. de contenu, et tu n'étais pas à devoir gérer tout. Parce qu'avant, j'étais... T'arrives à pas t'occuper du reste. C'est compliqué, mais tu vois, avant, j'étais effectivement agent de créateur de contenu. Donc, je travaillais pour des gens. Mine de rien, tu représentes les intérêts d'un créateur, d'une personne qui n'est pas toi, auprès de marques. Et j'ai adoré le faire. Et je pourrais le refaire, en fait, si tu veux. Ouais. Tu vois, ça me dérangerait pas de le refaire. J'adore ça. J'adore parler avec les marques, j'adore parler avec les créateurs, j'adore parler de création. J'adore vraiment ça, c'est en moi. Donc, le jour où je suis devenu créateur de contenu à 100%, j'ai fait tout dans mon intérêt. C'est-à-dire que je fais tout pour toi. Bah, super. Donc, tu étais très clair sur ce que tu voulais faire. Quel créateur de contenu tu voulais être, ce que tu allais faire. Et surtout, j'avais vu des choses que chez les autres créateurs que je voulais pas refaire, que je voulais pas reproduire. Comme des quoi, manières de travailler, par exemple des manières de travailler, des manières, le rapport que tu as, je sais pas, à la création, à l'organisation, aux équipes. Et je voulais faire un truc un peu différent, un truc qui me ressemblait plus. Et en quoi c'est différent, ce que tu fais? Je me trouve plus organisé. Je me trouve plus organisé et je laisse moins de place au hasard. Exactement. Et ça doit plaire aux annonceurs. Ouais, je pense que ça leur plaît. Je pense que ça leur plaît, ma manière de faire. Et il y a plein de, je pense, de marques qui se disent j'ai envie de bosser avec Fred parce que il a ce côté un peu créa et ce côté un peu. Donc tu as créé ta propre chaîne. J'ai créé ma propre chaîne à mon nom, dans laquelle tu es venu. C'était une étape. T'as tout de suite savouré ou ça t'a mis la pression? Ça m'a mis la pression. Parce que là, t'as les chiffres, tout ça. Ouais, ça m'a mis la pression. Et la pression, c'est dur. C'est un vrai sujet qu'on a régulièrement entre créateurs. La pression des chiffres, la pression de l'argent et la pression de l'image. C'est chaud, hein. Par contre, j'aurais jamais pensé ça. Enfin, j'aurais jamais pensé que je pourrais faire ça un jour de ma vie. Et tu pensais que t'avais pas quelque chose ou que tu n'oserais pas? Je pensais que c'était réservé aux artistes, aux vrais artistes. Mais c'est quoi un artiste pour toi? Mais je sais pas, quelqu'un qui a ça en lui, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais fait de théâtre, je sais pas dessiner, je sais pas chanter, je fais pas de musique, tu vois. J'ai pas du tout une âme d'artiste, du créateur. Enfin, tu pensais... Non, si t'es un créateur. Mais toi, tu pensais qu'il fallait avoir une expertise, jouer des claquettes ou... Oui. Non, mais limite, tu vois. Limite, tu vois, je sais un peu jongler. Donc c'est pour la légitimité. Exactement, pour la légitimité. En plus, t'as vu, je viens pas du tout d'une famille de créa. Parce que tu crois que c'est héréditaire, la créa? Non, je crois pas du tout à ça. Je crois pas du tout à l'hérédité. Mais après, je crois plutôt à des contextes favorables. Tu vois, quand t'es vu dans une famille de sportifs, je pense que t'as plus de facilité à aller vers le sport. Mais par contre, moi, j'étais pas du tout dans un... Mais ça, il faut le dire, parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'ils peuvent pas changer d'univers professionnel. Toi, si on t'avait dit, avant d'aller chez Dailymotion, un jour, tu serais créateur de contenu... non, j'aurais pas... Mais même 6 mois avant d'être 100% créateur de contenu, je disais aux gens, je suis pas youtubeur, moi. Mais ils te renvoyaient ça, les autres autour de toi. Ils te disaient, pourquoi tu ouvres pas ta chaîne? Oui, totalement. Ils avaient ce discours. Ils avaient fait, mais vas-y, Fred, fais tes trucs, tu peux le faire, etc. Mais c'est quoi qui te faisait peur? Est-ce que c'était un problème de légitimité ou tes doutes, ils étaient sur quoi? Problème de légitimité. Et je me disais, non, ma place, elle est là. Et je voulais, je pense, renvoyer une image de quelqu'un de sérieux aussi. Mais en fait, si je l'avais pas fait, si j'étais pas passé de ça à ça... Tu te serais pas autorisé. Je pense que sur mon lit de mort, je me serais dit, Fred, t'es passé à côté de quelque chose. Et ça, c'est ma pire crainte, c'est d'être passé à côté de ma vie, tu vois. Passer à côté d'une expérience de vie que t'aurais pu vivre. Et là, c'est quoi tes envies dans la création de contenu? Parce que maintenant, ta ligne de créa, elle est aussi plus libre. Je vois ça comme un océan, Karine. Ouais. Je te jure, j'ai l'impression que je suis sur un bateau. Pas la mer rouge, l'océan bleu, quoi. L'océan bleu. Tu veux pas de concurrence, tu veux aller sur des choses que tu as envie de faire ou... J'ai parlé ça avec un humoriste là, il y a pas plus tard que samedi soir. Il m'a dit viens, on parle de créa. Parce qu'en fait, il m'arrive un petit événement malheureux là, il y a pas longtemps, j'ai dû supprimer une vidéo. Et du coup, on a beaucoup parlé de créa. Alors, mais c'est un sujet, je peux en parler longtemps. T'as dû supprimer une vidéo, ça t'arrive jamais, ça? Première fois de ma vie. Et pourquoi t'as dû les supprimer? J'ai invité un mec sur YouTube qui avait été accusé de triche dans ses vidéos 1 an auparavant.
Et tu le savais? Je le savais, Ouais. mais en fait, je voulais l'interviewer comme on était en face à face, toi et moi. Ah, tu fais de l'interview? Bah, ça ressemblait à une interview. On revient sur ton bad buzz. Comment t'as vécu ton bad buzz? Pourquoi t'as triché? Est-ce que t'avoues? Comment t'as vécu le cyberharcèlement? Est-ce que on peut sensibiliser les jeunes qui nous regardent à pas faire ça? Et toi, qu'est-ce que tu as appris de cet échec? Là, tu as fait cet entretien avec cette personne. Cet entretien, c'est un mec qui s'appelle Alan qui mange beaucoup. C'est qui mangeait, je vois qui c'est. Il mange beaucoup. J'ai suivi le bad buzz. Ah bah voilà, t'as suivi. Bah lui, je l'avais invité. Et sauf que dans la vidéo, on remange beaucoup dans la vidéo pour qu'il y ait un lien avec ce que je fais. En plus, moi, j'adore manger. T'adores manger, j'ai vu ça. J'adore manger. Donc on fait un petit challenge vu contre moi. On bouffe des choses. Et ça se voulait safe, quoi. Ça se voulait safe, tranquille, on mange et tout. En plus, on note les burgers. C'est que des burgers de fast-food, on rigole. Et on revient sur sa malheureuse histoire. Les abonnés n'ont pas accepté que j'invite cette personne. Tu l'as publié. Je l'ai publié. Et tu as eu un bad buzz, toi aussi. Ça t'était jamais arrivé? Ça m'était jamais arrivé. Alors, j'ai pas vécu un bad buzz, mais c'était beaucoup de commentaires. J'ai eu un gros pourcentage de dislikes sous la vidéo. Donc en général, en général, mes vidéos... Tu connais tes proportions, Je connais mes proportions, donc je suis à 1%. Oui, parce que toi, t'es pas quelqu'un qui doit polariser, non? Non. Mais attends, tu vois, sur ma chaîne, on teste les macarons la durée. À moins que les gens disent, ouais, Fred, t'as aucun palais, t'as aucun goût, c'est le max du max. Là, il y avait une prise de position. C'était interprété comme tel, le fait de donner la parole à quelqu'un qui avait... Exactement. Et en plus, c'était... associé à ça. Exactement. En plus, c'était un concept que je voulais lancer. Je voulais lancer un concept seconde chance. Et les gens un peu qui ont fait des bad buzz. Alors, pas tous les bad buzz, évidemment. Pas les bad buzz qui sont liés au harcèlement ou à des choses qui sont contraires à mes valeurs. Après, ça dépend toujours qui en parle et comment il en parle. Voilà. Quoi. Donc, après lui, en vrai, c'est un mec. On parle d'un gars qui a juste fait des cuts dans des vidéos pour... Et là, tu t'es pris... Une petite vague que j'avais jamais vécue. Et tu l'as enlevé, la vidéo? Ouais, parce qu'il y avait un partenaire qui était associé à ça. J'avais même par rapport à lui aussi. Parce que t'as pas eu l'habitude de ça. J'ai eu deux sentiments. Le premier sentiment, c'était... je suis deg que les gens aient pas approuvé ma proposition créative, si je peux me permettre l'expression, mais j'étais un peu déçu parce que je me dis, ok, on peut pas faire ça, on peut pas le faire, quoi. J'étais très déçu, j'étais un peu dégoûté. Peut-être que c'était une personne qui avait un rôle de youtubeur, tu vois. Peut-être que si ça venait d'un autre monde. Peut-être. Moi, je pense qu'il faut pas abandonner le format. Il faut peut-être essayer. Mais peut-être si c'est quelqu'un qui s'est déjà exprimé en son nom, alors j'ai pas suivi, si lui s'est exprimé sur sa chaîne et qu'il a déjà fait ce pas de crever l'abcès et tout ça, toi t'arrives en second round, c'est pas pareil que si c'est pas vraiment exprimé. Mais il s'était déjà exprimé, mais peut-être qu'il a eu des erreurs de communication par le passé. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un délit de sale gueule aussi, les gens ils ont pas kiffé quoi, Et du coup tu t'es dit je refais pas ce format. Ou alors faut que je réfléchisse beaucoup plus, il y a un truc qui m'a échappé. Et donc, qu'est-ce que ça fait de vivre ça en tant que créateur de contenu Après, moi, je me suis un peu détaché parce que j'ai un peu d'âge, tu vois, j'ai plus 20 ans. Bah ouais, alors qu'est-ce que ça change? J'ai eu un détachement par rapport à ça. Je me suis dit, écoute, c'est un échec, prends le temps. Un échec, c'est... Ouais, supprimer une vidéo quand t'es créateur de contenu, ça fout les boules. Ouais, t'as quand même peut-être pas un échec, mais t'as un sentiment de quelque chose là qui s'est pas passé comme tu l'aurais prévu. Mais être créateur aussi, c'est un peu ça, c'est accepter ce genre de choses. Accepter d'être trahi par tes propres intuitions que tu peux avoir. Accepter d'être trahi par des choses sur lesquelles tu étais sûr quand tu y allais. Moi, je suis allé à fond, tu vois. Quand je fais un truc, j'essaie d'y aller à fond, tu vois. Et c'est pas passé. Et je me dis, ok, Ça peut être aussi une audience qui va peut-être évoluer. Si tu as envie d'aller sur des formats comme ça, peut-être que tes abonnés d'hier vont mais j'ai peut-être l'impression changer. J'ai l'impression que c'est pas passé, que je peux plus le refaire. Et du coup, je parlais avec mon pote humoriste, il m'a dit, Fred, est-ce que tu te sens prisonnier de tes abonnés et de ta communauté? Voilà, c'est une très bonne question. C'était ça. Et je lui ai dit oui, et il m'a dit, Fred, faut que il m'a écrit noir sur blanc, il faut que tu t'en émancipes le plus vite possible. Et en fait, si j'écrivais, et je dis, il a raison. Il m'a dit, sinon tu vas faire que des choses qui vont plaire à des gens, mais qui vont peut-être pas forcément te plaire, et tu vas faire toujours la même chose. Et le jour où ça a plus marché, il m'a dit, tu vas être en déprime. Et il a raison, je pense qu'il a raison. C'est en dépendance de l'approbation des autres, quoi, que tu connais pas. Et du coup, tu t'enfermes dans un truc. Et t'avais pas eu ça avant, quoi. Première fois. Ouais, trop Après, fort, t'as vu ma chaîne, je fais des trucs...
c'est grand public, quoi. Tu vois, donc, il y avait. Mais c'est le mélange qui est sympa. Hein. Ouais. Donc là, tu as 3 vies, ok. J'ai 3 vies. Qu'est-ce que ça serait le chapitre d'après? Tu sais que tu vas en rajouter encore des objets, non? Je pense c'est toujours très dur de se dire ce qu'on fera après, évidemment. Mais je veux rester... Dans ce monde? Je veux rester dans... En tout cas, en fait, je sais pas, j'ai du mal un peu à matérialiser. Mais je veux revivre un peu ce que j'ai vécu hier soir, en rentrant. Mais je l'ai vécu plusieurs fois, ça. Faut que tu le notes. Je l'ai vécu plusieurs fois. J'ai fait une vidéo où on saute à l'élastique. Et j'ai horreur de ça. Mais je voulais me surpasser, tu vois. C'était un jeu. Ouais. C'était un jeu autour du saut à l'élastique. Voilà. On a des jeux d'adultes maintenant. Et quand je suis rentré, j'avais une fierté. Je marchais dans la rue, j'avais l'impression que je m'étais dépassé. Je me sentais vraiment vivant. Ouais. Et ce sentiment, je l'ai qu'après un tournage qui m'a procuré beaucoup d'émotions, que j'ai adoré faire. C'est à chaque fois que tu vas sur ton potentiel et que tu restes pas sur ta performance. Ça, c'est le potentiel et ça, c'est la performance. Ouais. Ça, c'est ce que tu as déjà fait. Tu sais que tu sais le faire. Et à chaque fois que tu découvres que tu peux faire des trucs que tu n'avais jamais fait, ça te... Et je t'en parlais là tout à l'heure. Quand j'ai fait... je suis allé commenter sur RMC Sport du tennis de table. Tu vois, on en revient. En plus, j'aime le tennis de table. Enfin, j'aime le ping-pong. Ouais. On m'a proposé la veille. Et j'étais en flip d'y aller parce que, j'ai jamais commenté. 2, je suis pas spécialiste en tennis de table. Mais je me suis dit, si je le fais pas, si je saisis pas les perches qu'on me donne comme les occasions qu'on m'a données là dans ma carrière, je vais le regretter et je vais avoir un sentiment d'échec. Donc, d'échec carrément. Je préfère avoir des regrets que des remords, non? C'est ça l'expression? Mais c'est ça, tout ce que tu as fait toute ta vie, tu fais toujours des premières fois, tu as besoin. Ouais, et c'est vrai que les premières fois, si tu y penses trop à l'avance, tu te dis « Ah non, mais ça doit se préparer sérieusement, il faut faire ci, il faut faire ça ». Et finalement, tu peux procrastiner un peu. Bon, toi, tu es super productif et carré, mais... Mais en fait, je pense qu'il faut combattre. Moi, j'essaie de combattre le perfectionnisme. Il faut accepter l'imperfection, il faut accepter un peu le relâchement. Ouais. Et ça, c'est ton conseil à ceux qui sont pas heureux dans leur travail et qui aimeraient... En gros, c'est d'être très préparé à faire quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Ouais. Ah, j'adore. C'est très clair ce que tu viens de dire, c'est très fort. Tu vois ? Oui, et c'est de se préparer à accepter que tu vas pas maîtriser quelque chose et ça sera la meilleure expérience. En gros, se rendre disponible à l'imperfection, se rendre disponible aux nouvelles expériences qu'on maîtrise pas. Et du coup, quand j'ai fini le live, on a fait 2h30 de live sur Twitch et sur YouTube pour RMC Sport. Il y avait 12 000 personnes en live qui nous ont écoutés. 12 000 à 9h du matin dimanche. Sur le ping-pong. Ouais, c'était des finales énorme. De l'équivalent d'une Coupe du Monde, par exemple, de tennis de table. Et il y avait 12 000 personnes. Donc, t'as été high toute la semaine, toi, entre le parc Astérix et ton ping-pong, là? C'était dimanche d'avant, ouais. Beaucoup d'intensité, quoi. Donc, je te souhaite, la prochaine épisode, c'est encore beaucoup d'intensité. Beaucoup d'intensité. De toute façon, c'est tout le temps là. Hein. Ouais. Donc, ça va pas changer, ça. Je pense de l'intensité dans les choses qui me ressemblent. Je pense c'est ça. Tu vois, dans les valeurs qui me ressemblent. Les valeurs, et dans les choses qui me ressemblent. Tu vois, de ne pas me travestir dans le travail. Ça, c'est hyper important de ne pas se travestir dans le travail. Faire des choses qui ont un lien avec tes valeurs, avec des liens avec ce qui t'es aussi. Et parce que derrière le masque, c'est difficile de se connecter à soi. Ouais. Donc, c'est top. Moi, je te souhaite ça et je m'inquiète pas parce que c'est un muscle qui est toujours là. Donc, c'est le travail, quoi. Pas lâcher, quoi. Un grand merci à toi. C'est déjà fini, c'est passé très vite. Hein. Oui, on va continuer au café là, mais j'ai déjà eu le signe. J'ai eu le signe qu'il y a le monsieur derrière qui doit enregistrer. J'ai l'impression qu'on a parlé 5 minutes. Et ben on va refaire ça, Fred. On va refaire ça parce qu'il y a plein de fois. Un grand merci. Tu t'es senti à l'aise? Je me suis préparé à l'imprévu, donc premier podcast que je fais. Et je pense que je vais pas en refaire un tout de suite. C'est juste que je le fais avec toi parce que j'aime la connexion. J'ai adoré comment tu nous as partagé tout ça et je pense que c'est super utile pour plein de gens qui recherchent aussi de l'intensité dans la vie pro et pas seulement dans la vie perso. Voilà. C'est le mot que je vais garder. Un grand merci. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions pour Fred, à le mettre en commentaire. Je lui transmettrai. Ça sera l'occasion peut-être d'une autre vidéo à laquelle il pourra répondre à toutes vos questions. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Career Talk. Merci Fred. Merci Karine. Check.